L'Algérie, la Côte d'Ivoire et les européennes de cette année. Voilà les trois sujets que nous évoquons ce soir avec Maître Eric Emmanuel Sosa. Bonsoir Maître Sosa. Bonsoir Samuel Naoui. L'Algérie, des interrogations après les deux candidatures enregistrées pour la présidentielle. Le Conseil constitutionnel a fait état dimanche du dépôt de deux dossiers de candidature pour la présidentielle prévue le 4 juillet. Un scrutin qui reste catégoriquement rejeté par le mouvement de contestation populaire et dont la tenue est toujours plus incertaine. En matinée, la radio nationale avait affirmé qu'aucune candidature n'avait été déposée avant la date butoir de samedi soir minuit et annoncé la tenue dans la journée d'une réunion du Conseil constitutionnel. Ultérieurement, cette instance a toutefois indiqué dans un communiqué avoir enregistré le dépôt de deux dossiers. Mais tout ça dans le contexte algérien, on peut considérer que ces deux-là qui ont déposé les dossiers sont un peu téméraires. Écoutez, il s'agit d'élections et elles sont ouvertes à tous ceux qui remplissent les critères pour être éligibles. Ce n'est pas une question de témérité. C'est simplement, vous savez, c'est l'expression d'une volonté. D'abord, c'est un désir personnel. Il faut avoir envie d'aller mener ce combat-là, qui est un combat politique, souvent ingrat. Même quand on gagne, il est ingrat. Bon, aujourd'hui, vous voyez, le pouvoir, dans certains cas, c'est pas un fleuve de délices. Vous voyez, mais dans le cas algérien aujourd'hui, c'est vrai, quand vous avez parlé de témérité, bon, il y a un peu de ça aussi, mais il faut bien qu'il y en ait qui osent franchir le Rubicon, parce que quand même, vous voyez, ils ont fait une révolution quasi parfaite. Dans la soie, quoi. Et puis, subitement, bon, on achoppe sur la mauvaise politique. Voyez, et c'est ça qui est malheureux. Parce que, écoutez, on a déjà eu ce débat. On savait que Bouteflika allait, à un moment donné, convoquer le corps électoral. Bon, même si on était contre sa candidature, qui maintenant n'est plus à l'ordre du jour depuis longtemps. Il y a donc personne en Algérie qui se soit senti capable, sinon de tenir tête à Bouteflika, au moins de le remplacer valablement. C'est la question. Aujourd'hui, on est en train de poser de faux problèmes en disant qu'il faut reculer la date du scrutin, etc. Et c'est l'armée qui est en train de rappeler l'exigence du respect de la Constitution. Elle qui, d'habitude, fout le pied dans le plat, est aujourd'hui l'institution la plus légaliste. Vous voyez, quand même, c'est une ironie du sort. Et c'est la raison pour laquelle je considère que les politiciens algériens ne sont pas défendables à venir faire procès à l'armée de vouloir que la Constitution soit respectée. Non. Elle a été écrite pour être respectée. Quand Bouteflika a voulu transgresser, on lui a dit non. Mais il y a encore que c'était pas inconstitutionnel. C'était pas inconstitutionnel du tout, sa candidature. Mais on a dit non, quand même. Trop, c'est trop. Et puis maintenant qu'il est parti, on dit il faut que tout le monde dégage avec. Mais c'est qui tout le monde? On va construire l'Algérie avec des gens nouveaux qui vont être sortis ex nihilo, descendus du ciel directement? Non. On sera obligé de composer avec les forces vives qui ont fait l'administration, qui constituent les soutiens de ce qui était l'ancien régime, qui va devenir le nouveau régime. Et l'inexpérience des novices arrivés au pouvoir va révéler tout de suite leurs limites et va aussi être cause d'autres mécontentements. Donc il ne faut pas qu'on s'égare et qu'on fasse une révolution dans le désordre. Non. Sauf que, en l'espèce, il faut quand même des élections qui recueillent, sinon l'assentiment général, au moins qu'une bonne partie du peuple y adhère. Mais là, quand on voit l'allure que prennent les choses, on sent que les gens ne sont pas dans la dynamique des élections pour le 4 juillet. Vous savez quoi? Légalisme pour légalisme. Là, je vais dire qu'on va faire dans l'hyper-juridisme. Le délai constitutionnel impose que les élections soient organisées dans les 90 jours à partir du moment où il y a un intérim. Les pouvoirs intérimaires
ont obligation constitutionnelle d'organiser le scrutin. Il est organisé le 4 juillet. Il y a 2 candidats. Ils sont candidats à l'élection présidentielle. Et s'il y a 1000 personnes qui ont exprimé leur suffrage, celui qui a gagné parmi ces 2-là est président de la République d'Algérie. Point final. Maintenant, on aime ou on n'aime pas, l'Algérie a organisé, dans un cadre constitutionnel rigoureux, des élections présidentielles. Point final. On peut ne pas être d'accord, mais un président est élu. Sauf qu'on est ici dans un contexte où il y a une rue qui a réussi à faire plier un chef d'État. Alors, un autre qui serait très mal élu ferait face à cette même rue. Bon, alors mal élu, pourquoi? On leur demande d'aller voter. En fait, c'est parce qu'ils n'ont pas pour qui voter qu'il y a problème ou quoi? Ici également, entre autres revendications, c'est aussi qu'on puisse aujourd'hui asseoir une nouvelle Algérie, qu'il y ait une nouvelle constitution. Mais l'armée est aujourd'hui en train de s'arc-bouter à celle qui existe alors qu'elle est un problème aux yeux de beaucoup d'Algériens. C'est pas la constitution. La constitution algérienne n'est pas un problème. C'est pas ça. Il m'a pas semblé que ce soit. S'il demande qu'on mette une transition en place, elle est déjà en place. Discuter durant cette période. Non, mais elle est déjà en place. Mais c'est-à-dire que, en fait, s'il demande qu'on mette une transition en place, elle est déjà en place. Mais elle est installée de fait et de droit dans un cadre constitutionnel. Bon, maintenant, il appartient aux acteurs de s'approprier le moment, vous voyez, pour changer la donne. Mais venez vous faire élire et vous allez créer les conditions de la transition et de l'alternance. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, après tout. Après, si vous voulez une autre constitution, mais un nouveau président bien élu par la population peut décider de convoquer une assemblée constituante et d'organiser dans un cadre nouveau les conditions d'une nouvelle délibération sur ce qu'on veut mettre dans la constitution nouvelle. Ça, c'est possible aussi. Pourquoi on refuse ça? Sauf que vous, maître, vous connaissez cet adage qui dit que ce que tu fais sans moi est contre moi. Mais alors, ce que tu fais pour moi, sans moi, est contre moi. Et là, cette adhésion, elle manque. Parce que l'agence officielle APS avait évoqué 77 dossiers de candidature retirés. Au finish, on n'en a que 2. Oui, ils ont retiré les dossiers et ils les ont déposés. Mais voilà. Donc ça veut dire quand même qu'il y avait des gens qui ont exprimé le désir de se présenter. Donc qu'est-ce qui fait qu'ils ne se sont pas présentés? Soit parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions, soit parce qu'ils ont trop peur de la vindicte aussi. Parce que mais on ne peut pas tout le temps comme ça. Sincèrement, je ne voudrais pas donner l'impression que on puisse, au nom de cette tendresse qu'on doit avoir pour la rue, sombrer dans la démagogie. La rue n'a pas toujours raison. Faut de temps en temps savoir dire non à la rue aussi. Et non, c'est pas parce que vous êtes en train de déchausser les pavés et que vous les jetez à la figure des institutions que vous avez raison. Mais c'est quand même que tout ce que vous demandez, il faut vous le donner. C'est quand même très difficile d'imaginer que l'armée n'ait pas un agenda caché en Algérie. Très difficile à imaginer. Mais finalement, ce sont eux qui sont en train d'écrire l'agenda de l'armée. Parce que s'ils avaient fait les choses correctement, l'armée se serait retirée dans sa caserne. Simplement. Mais c'est parce que là, on est dans la surenchère. Et cette surenchère, elle devient provocation. Et cette provocation va finalement obliger l'armée à souscrire un agenda qui peut-être n'était pas prévu dans ces délibérations antérieures. Voilà, c'est tout. Nous évoquons maintenant la Côte d'Ivoire. Le secrétaire général du Front populaire ivoirien, Assoa Adou, a expliqué lundi aux journalistes le vaste projet de réconciliation nationale que le parti de Laurent Gbagbo entend entreprendre dans les mois à venir avec le PDCI et les autres partis qui le souhaitent, dont la formation d'Alassane Ouattara. Le PDCI qui lui courtise le FPI pour construire une grande plateforme politique en vue de la présidentielle de 2020 devra encore patienter sur cette question. École, santé, environnement, économie, recul de la démocratie, immixtion du pouvoir dans la vie des partis politiques. Selon Assoa Adou, rien ne va
dans la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, mais surtout pour le secrétaire général du FPI Gbagbo. Les événements récents de Béoumi, où 11 personnes ont trouvé la mort, sont source de grande inquiétude. Maître Sadija, il faut quand même saluer cette ouverture qu'on voit dans le FPI pro-Gbagbo de discuter avec Alassane Ouattara. Bien entendu, oui. C'est vrai que c'est courageux politiquement et disons que c'est souhaitable parce que la Côte d'Ivoire est fatiguée de ces tiraillements des partis qui avant... Vous voyez, c'est quand même l'ironie du sort. Hein. Ceux qui se sont fait la guerre et qui ont provoqué la guerre civile sont aujourd'hui en train de se dire bon, est-ce qu'on n'a peut-être pas trop abusé? Maintenant, il faut qu'on se réconcilie. Vous voyez, ce sont eux. Les gens sont morts. On parle de 3000 morts. Et les 3000 morts, ils se comptent dans les deux camps. Des gens ont cru en eux, sont morts pour quelque chose qui, aujourd'hui, s'avère totalement vain. Parce qu'ils finissent par se retrouver. Vous voyez, quand les éléphants s'amusent ou se battent, c'est toujours l'herbe qui est piétinée. C'est ça, c'est l'arbre qui souffre, c'est l'herbe qui souffre. C'est ça ce qui se passe. Mais bon, on est au pays des éléphants. Donc... Mais ici, dans la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on n'a pas quand même à s'étonner de... Je ne sais pas si je vais appeler ça une sorte de promptitude qu'on voit dans l'ouverture que manifeste le FPI aujourd'hui à discuter surtout avec le RHDP. Pourquoi promptitude? Non, Laurent Gbagbo n'envisagerait-il pas de revenir et donc c'est une passerelle pour lui, ces discussions? Attendez. Pour l'instant, Laurent Gbagbo a des problèmes avec la justice internationale. Bon, aussitôt que ces problèmes seront réglés, on envisagera les conditions de son retour dans son pays. Et je pense que son retour devrait être inconditionnel. Bon. Maintenant, quelle est la volonté politique de Laurent Gbagbo? Qu'est-ce qu'il veut faire de son retour? C'est une question. Bon. D'aucuns pensent qu'il devrait plutôt se retirer et devenir une référence. En quelque sorte, on voudrait le totémiser. Bon. Et puis certains voudraient en faire encore un champion et le mettre dans l'arène. Bon, toutes les options sont sur la table en ce moment. Mais il est toujours temps de reconsidérer les choses et de reconnaître ses erreurs. Ceux qui ont envoyé Laurent Gbagbo à La Haye ont commis une erreur. Mais si Laurent Gbagbo peut manifester une inclination au pardon, il ne fait que se grandir en le faisant. Donc on ne peut que l'encourager, vous comprenez? Donc pour moi, non, ce n'est pas... C'est opportuniste. Mais ce n'est pas de la promptitude. Mais on n'oublie pas aussi qu'il y a 2020 en ligne de mire. Oui, c'est bien de ça qu'il s'agit. Bon, donc tout ça manque de sincérité. Hein, on est encore là dans les calculs, dans les jeux politiques. Non, parce que si j'ai bien interprété ou lu la constitution ivoirienne, je pense que là aussi, un peu comme au Togo, pour être éligible, il faut justifier d'un temps de présence suffisamment long qui n'est plus rempli dans le cas de M. Gbagbo. Donc, la candidature Gbagbo en 2020, si on s'en tient au code électoral ivoirien, elle n'est plus dans les probabilités. Donc, ce n'est plus du calcul de sa part. Oui. Bon, encore que c'est pas lui qui s'exprime, c'est Assou Ado qui est le secrétaire général du parti, lui aussi en scission. Il y a la partie pro-Gbagbo et la partie Afin-Guessant. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de ménage à faire au sein du parti même. Donc bon, les ralliements vont se faire et se défaire. À un moment donné, la question est de savoir si Alassane Ouattara se présente et qui va se présenter contre lui. C'est plutôt de ça qu'il s'agit. Voyez. Et cette ouverture-là, ça doit être rapidement saisi par le RHDP au bon? Laissons le RHDP apprécier l'opportunité. Mais vous voyez, c'est ça ce qui est dangereux en politique. Le fait de ne pas avoir peur du ridicule. Parce que, vous voyez,
ça, c'est le vrai danger en politique. Parce que, si vous voulez, ça avilit la politique et ça fait que c'est toujours quelque chose de répugnant et de sale. Quand on l'a fait comme ça, c'est répugnant et c'est sale parce que ça manque de sincérité, ça manque de profondeur et finalement la parole politique est décrédibilisée. Voilà, c'est à ça qu'on va aboutir. Et pour moi, c'est ça ce qui fait le malheur de l'Afrique en voie de démocratisation. Le dernier sujet, nous parlons des européennes de cette année. Quelle présidence pour la Commission de l'Union européenne? C'est un bras de fer qui s'annonce entre le Parlement européen, les chefs d'État et de gouvernement dans les tractations pour désigner les nouveaux dirigeants des institutions européennes. Une lutte de pouvoir dont l'issue reste incertaine et qui est au cœur du sommet de Bruxelles. Le premier affrontement porte sur la présidence de la Commission, car celui qui sera élu pour l'assurer devra obtenir le soutien des 28 et la majorité absolue au Parlement européen, soit 376 voix. Déjà, les résultats, quand même, Maître Sosa, montrent que dans les différentes tendances politiques en Europe aujourd'hui sont pratiquement tous un peu représentés au niveau du Parlement. Oui. Surtout l'extrême droite. Oui, et c'est bien là que se trouve le problème. Et on va voir là aussi, politicienne oblige, des alliances contre nature qui vont devoir se faire pour pouvoir gouverner. Parce que la gouvernance européenne, elle va être affaire finalement de combination. On va s'arranger entre soi et finalement, qui est le premier cocu, c'est le peuple électeur. Parce que ils ne vous ont pas envoyé pour faire ça. Quand je suis écolo et qu'on vient me dire que pour des raisons politiciennes, parce qu'il faut trouver des moyens de gouverner, il faut aller s'associer avec des gens à qui j'ai même pas envie de dire bonjour parce que je trouve qu'ils sont trop libéraux ou qu'ils ont une mentalité ou une vision de l'économie qui est anti-écologique, mais que les députés que j'ai élus vont faire bras dessus, bras dessous avec eux pour gouverner, je suis cocu. Je suis l'électeur cocu, vous comprenez? C'est ça ce qui est dramatique dans tout ça. Et c'est dommage que des majorités claires ne se dégagent pas quand on fait des élections. C'est toujours, vous voyez, finalement, on prend très vite l'électeur lui-même en otage et finalement, il ne se reconnaît plus dans ce qu'il a voté. Parce que, ce qui se fait, vous avez dit tout à l'heure, ce qui se fait pour moi, sans moi, se fait contre moi, et bien, finalement, on gouverne contre lui et contre ses intérêts. Voilà ce qui se passe. Mais là, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Aux urnes, il aurait pu donner une majorité très claire à une partie donnée et le problème est résolu. Mais oui, ça c'est le problème et c'est le jeu des modes de scrutin et des codes électoraux. Je dis, moi je suis, si je suis démocrate, je suis un démocrate totalitaire. C'est-à-dire que la démocratie intégrale, c'est que tout le monde doit voter. On ne peut pas avoir des abstentionnistes. On doit rendre, pour que la démocratie soit une démocratie de qualité et qu'elle exerce toute son efficacité, il faut que chaque citoyen vote. Là, on va faire les bons décomptes. On ne va plus être obligé, quand on a fini de voter, de se dire, mais on n'a quand même pas la majorité. Alors, il faut trouver des gens avec qui on va trouver des... Et finalement, vous avez des mariages de carpes et de lapins, et on a des visions politiques qui sont complètement embuées parce que, on fait de la politique. Vous voyez? On ne traite plus les problèmes des gens, mais on fait de la politique. C'est toujours regrettable quand la démocratie dégénère dans l'affairisme politicienne. Et ça, c'est malheureusement ce qu'on est en train de récolter. Et c'est malheureux parce que ça ne fait pas honneur à la démocratie elle-même. C'est l'échec de la démocratie. Et puis pour cette année, comme je le disais tout à l'heure, l'extrême droite aura une forte voix au Parlement. Oui, mais c'est l'expression du peuple d'Europe, enfin des peuples d'Europe. Ils ont envie d'extrême droite un peu. Écoutez, je le dis tout le temps, n'oublions pas que Adolf Hitler a été élu par les Allemands. Il n'a pas que des ennemis, il a encore des nostalgiques. Il y a des gens qui ne sont pas sortis traumatisés de cette expérience. Ils ne l'ont pas vécu.
Mais l'histoire qu'on leur en raconte sur la grandeur de l'Allemagne pendant que les SS étaient au pouvoir, il y en a qui aimeraient revivre ça. Donc bon, il y a des avatars, il y a des émules, et bon, qu'est-ce que vous voulez? Maître Emmanuel Sosa, merci d'être passé. C'était moi qui vous remercie. On marque la pause et après le journal, on est ensemble pour